Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, comme à l'accoutumée, chaque dimanche pour notre messe dominicale. Info 7 reçoit aujourd'hui Patrick Kanga, cadre du PPRD. Avec lui, nous allons débattre de temps forts de l'actualité de cette semaine. Et comme l'actualité est riche, nous n'allons pas aller par quatre chemins, nous allons tout go. Bonjour Patrick, ou bonsoir, c'est l'honneur. Bonsoir madame. Voilà, nous allons tout go, nous prenons tout de suite le premier condensé de la semaine, parce que je sais que Patrick Kanga se porte bien, le PPRD aussi. Donc nous entrons directement dans le premier condensé, signature de l'accord par rapport au dialogue. Comme vous le savez, l'accord a été ratifié cette semaine, mais les réactions n'ont pas tardé à fuser après la signature. Nous vous proposons donc la réaction des participants après la signature et évidemment la réaction du rassemblement, toujours par rapport à la signature du dialogue. Les drapeaux des partis politiques et autres calicots avaient exceptionnellement envahi l'entrée de la cité de l'Union africaine. Pendant ce temps, à l'intérieur, les représentants des différentes composantes signaient symboliquement l'accord sanctionnant la fin du dialogue. S'en suivra les allocutions, d'abord celles des représentants de l'Union africaine et des Nations Unies. Je notais le fait que certaines sensibilités politiques n'aient pas pris à ces assises et les avait exhortés à rejoindre la maison commune pour sauvegarder les acquis de la démocratie dans ce pays. Je ne soulignerai jamais assez les vertus du débat contradictoire et la recherche du consensus pour résorber la crise politique en République démocratique du Congo. À ses frères et sœurs, je relève une fois de plus l'importance de leur contribution au processus dans sa phase de mise en œuvre de l'accord politique, en y apportant leur sensibilité dans le respect de la Constitution de la République, de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies et des instruments pertinents de l'Union africaine. Mais le discours le plus marquant restera celui du facilitateur, et Deme Kodjo va saisir l'occasion pour tirer à boulet rouge sur ses détracteurs. Ce fut un parcours du combattant, semé d'embûches de toutes sortes, plein de bruit et de fureur, mais ne signifiant rien. À travers de vaines proclamations, une récusation injuste et sans fondement, nous avons maintenu le cap. Mais le Togolais sait que le plus dur reste à faire, c'est la mise en application du dit accord. D'où son interpellation aux signataires, invités à relever ce défi, ainsi réussir à remettre la RDC sur le rail d'un processus électoral apaisé, crédible et transparent. C'est une joie immense aujourd'hui que nous puissions finalement parler de la fin du dialogue qui a été convoqué par le chef de l'État. Ça permet aujourd'hui à ce que la population congolaise puisse être informée du cheminement qui nous conduira d'ici jusqu'aux élections, en passant, comme nous l'avons dit, par l'enrôlement qui se termine au 31 juillet de l'année prochaine, et en octobre par la convocation de l'électorat, et 6 mois ensuite, c'est-à-dire en avril 2018, ça sera les élections présidentielles, législatives et provinciales, et que tout cela est le résultat d'un consensus par des chocs d'idées entre la majorité présidentielle, l'opposition politique et la société civile. Ce dialogue qui a été inclusif a permis aujourd'hui que nous puissions atterrir convenablement et éviter à notre pays des affres et des troubles inutiles. En fin de compte, nous ayons trouvé un accord avec l'opposition qui a pris part à cette discussion et la société civile autour du processus électoral et d'avoir pu obtenir l'appui de la communauté internationale, contrairement à toutes les foudres qu'on nous promettait, que nous étions isolés. Nous avons entendu l'Union africaine, nous avons entendu toutes les organisations régionales, à l'exception de la décadente Union européenne, nous n'avons pas entendu de sons de cloches différents. Tout ce qu'on nous a demandé, c'est de laisser la porte ouverte à ceux qui ont hésité à se joindre à nous. Et nous avons laissé la porte ouverte pour qu'ils nous rejoignent, à quelque niveau que sera le processus. Je retiens que c'est un compromis. Et dans un compromis, on n'obtient pas tout ce qu'on veut.
mais cela nous permettra de vivre en paix dans ce pays, de pouvoir poursuivre le processus électoral et enfin d'avoir ces élections de manière tout à fait apaisée et surtout avoir l'alternance dans notre pays. Cette alternance est vraiment importante et cela nous permettra de pouvoir consolider la démocratie dans ce pays. Ceux qui sont d'accord avec nous nous interrogent sur la garantie de la mise en œuvre de ces accords. Première garantie, 1. Le Premier ministre sera issu de l'opposition. Au lieu d'avoir le Premier ministre qui soit issu de la majorité, que nous avons accusé comme étant responsable du retard dans la mise à disposition des moyens à la CENI, il y aura un Premier ministre de l'opposition qui doit s'assumer. Première garantie. Deuxième garantie, c'est des dates précises. Ce n'est plus le flou d'avant. Troisième garantie, c'est le fait que le principe de l'alternance est admis. C'est clair. Hein? Très bien, oui, oui. Donc pour nous, les choses sont clarifiées. Le bal des choses est terminé. J'espère que nos frères et amis qui ont signé cet arrangement particulier, que nous n'appelons pas accord, parce que pour nous, c'était le monologue qui s'est tenu au Kanchachi. Et nous savons que nous allons bientôt rencontrer les amis qui, enfin, viennent d'être parfaitement identifiés. Donc, nous cherchions, au fait, nos contradicteurs à ce dialogue. Et donc l'autre famille politique était maintenant parfaitement identifiée. Ils sont au nombre de 300. C'est très bien. Nous voulons un dialogue avec eux, mais il y aura deux parties. La partie de la famille politique de M. Kabila, qui aura 50 délégués, et nous, la famille politique de M. Tshisekedi, aura également 50 délégués. Dans chacune de ces familles politiques, vous retrouverez naturellement des composantes politiques. Patrick Anga, pour vous, est-ce que le dialogue a atterri en douceur? Merci Madame Kimontou pour l'invitation. Le dialogue a atterri en douceur, sans casse. Il n'existe pas d'accord dénudé d'imperfection ou d'accord parfait. Mais là, nous étions devant un blocage qui a duré plus d'une année, où la classe politique congolaise n'était pas d'accord sur l'entendement du processus électoral. Chacun avait son point de vue sur le processus électoral. Pour nous, la majorité, avant le dialogue, il fallait commencer par les locales. Des élections à la base jusqu'au sommet. Pour l'opposition, il fallait commencer qu'aux élections présidentielles et législatives. Il y a eu des calendriers réfutés, récusés. Il y a eu tellement de débats. Et cela était des éléments qui empêchaient la CENI de faire son travail. Dès l'instant où ceux qui sont concernés par les élections ne s'étaient pas convenus sur comment est-ce que ces élections devaient se faire. Et nous avons perdu dans ce débat plus de 2 ans à échanger. Il a fallu que nous dialoguons. D'abord, le partenaire privilégié du dialogue, celui qui avec nous battions campagne pour que tous les autres viennent au dialogue, c'est l'UDPS. Qui n'a pas été là, de toute façon. Une année et demie, nous débattons, nous échangeons avec l'UDPS, avec qui nous nous sommes déjà convenus sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le dialogue. Et c'est même l'UDPS qui va discuter avec les autres pour les convaincre à venir. Même à Genval, le président Etienne Tshisekedi, lorsqu'il prend la parole, premièrement, il convie les autres à ne trouver la résolution des différends que à travers le dialogue. Il y a toutes ces péripéties politiques qui prennent aux environs 2 ans, qui ne permettent pas au processus d'évoluer. Finalement, parce qu'on n'allait pas attendre indéfiniment, finalement il y a le dialogue qui se tient. Finalement. Au cours du dialogue, il y a eu à un moment des temps morts, parce qu'il y avait des divergences accrues. Parce que ce n'était pas un monologue. C'était bel et bien un dialogue entre une majorité
et une opposition. Qu'on appelle aujourd'hui majorité requalifiée, hein, parce que selon les membres du Rassemblement disent que non, aujourd'hui c'est la majorité requalifiée. Les Congolais, nous sommes forts avec les termes. Ce n'était pas un monologue. Voilà pourquoi ce qui était prévu pour 16 jours a fait plus d'un mois et demi. Si c'était un monologue, on aurait conclu en un jour. Il y a eu des discussions, il y a eu des débats, houleux. Finalement, nous avons cet accord, qui n'est pas un accord parfait, qui n'est pas un accord qui tombe du ciel. C'est un accord qui a été fait par des hommes. Donc imparfait. Par des personnes perfectibles, imparfaites. Mais face à la situation que connaît notre pays, face à l'impasse que nous avions, face au chaos qui était en train de profiler à l'horizon, est-ce que nous devions demeurer dans cet état où nous n'avions aucune boussole qui nous définit clairement le schéma censé nous emmener aux élections? Je pense que l'accord politique qui a été adopté par la majorité, par l'opposition, est venu sauver ce processus électoral. Cet accord vient nous dire que, ok, au regard des pesanteurs techniques, au regard des faits techniques, voilà, nous ne pouvons organiser les élections qu'en ayant un tel délai. Maintenant, est-ce qu'au regard de ce qui nous est présenté, on se dit non, on fait fi de ça, on ne tient pas compte de cet accord et on va droit dans le mur, mais qui sera perdant? Donc je crois, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous ne pouvons tabler que sur les éléments qui proviennent de cet accord, qui nous permettent aujourd'hui de renouer avec le processus électoral. La peur du chaos, j'ai entendu Thierry Monsené pour nous dire que ces dialogues vont nous éviter les affres de la guerre. Donc, ce dialogue va éviter au pays de virer au cauchemar. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de tension après ce dialogue. Madame, il faut savoir que la RDC est un pays particulier. C'est un pays conflictogène. Donc, un pays avec des germes propices au conflit. Créé par les hommes, hein, tout est créé par les hommes tant que nous vivons sur Terre. C'est un pays qui a connu une instabilité d'une décennie. Une instabilité qui nous a amené jusqu'à 6 millions de morts. Nous avons perdu 6 millions de nos compatriotes. Reconnu par le gouvernement? 6 millions de nos compatriotes. Est-ce que c'est reconnu par le gouvernement? Un mort est un mort. Un mort n'a pas besoin. Le chiffre 6 millions. S'il vous plaît. C'est un autre débat et c'est très grave. Parce que le gouvernement ne reconnaît pas ce chiffre-là de 6 millions. Ah, ça c'est vous qui le dites. Le gouvernement a reconnu officiellement les 6 millions de morts? S'il vous plaît. Les instabilités qu'on a connues en RDC, par les morts directes et par les morts collatéraux à cette guerre, ça nous fait 6 millions. Nous avons atteint près de 6 millions. Je ne peux pas être précis, près de 6 millions, c'est moi, je pose une question tout à fait précise et claire. Est-ce que ce chiffre est reconnu par notre propre gouvernement? Je peux continuer mon argumentaire? Non, vous pouvez répondre à ma question? Je peux continuer mon argumentaire? Il n'y a pas de réponse à ça. J'ai peur de me perdre. Quand je dis près de 6 millions, c'est près de 6 millions, aux environs de 6 millions. Ok. Ces compatriotes que nous avons perdus, l'instabilité que nous avons connue, le Burkina Faso ne l'a pas connu. L'Égypte ne l'a pas connu. La Tunisie ne l'a pas connu. Le Sénégal ne l'a pas connu. Donc lorsque nous parlons de la situation congolaise, nous devons parler de cette situation en prenant en compte sa particularité et sa singularité. Donc nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui le luxe d'aller vers un chemin inconnu, d'aller vers un schéma qui nous présage un chaos. Nous avons vécu ce qui s'est passé le 19 et le 20 dans ce pays. Des manifestations qui étaient dites pacifiques, mais on a vu quelques éléments qui n'ont pas attesté, c'est-à-dire que c'était totalement pacifique. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire le débat pour savoir à qui revenait la faute. C'est moi qui pose les questions, parce que si je peux vous demander les morts là qui a tiré, on attend toujours la justice par rapport à ça. Que la justice fasse son travail. Exactement. Dans les réseaux sociaux, on a vu des gens en civil tenir des armes. Là, c'est la justice qui devra établir. Donc, madame, c'est le rôle de la police de tirer à bout portant aussi. Ça aussi, c'est un autre débat. Donc, vous pouvez continuer, Patrick. On vous écoute. Donc, madame, j'étais en train de dire, vu notre histoire, vu les éléments conflictogènes qui caractérisent notre pays, on ne peut pas se permettre le luxe de revivre un conflit. Et cet accord, lorsqu'il décale les élections de 2 ans, ce n'est pas sur base d'effets fortuits. Il y a eu des exposés que nous avons eu à entendre de l'OIF, de l'ONU et de la CENI,
qui nous ont attesté, qui nous ont démontré à tous, opposition, majorité comme société civile, que nous pouvions déroger à ce qui était dit techniquement. Aujourd'hui, la CENI avait même proposé que nous allions jusqu'en novembre 2018. Mais le débat politique et les pressions politiques étaient telles que fallait rabattre, fallait faire des concessions. On a quitté de novembre 2018, qui en principe est la réalité technique, telle que ça nous a exposé par tous les experts. Nous aurions dû arriver à novembre 2018. Mais les pressions étaient telles que nous avons quitté de novembre 2018 à avril 2018, et pour que la convocation du scrutin se fasse en novembre 2017. Est-ce que, au regard des éléments qui sont présentés là, maintenant, nous devons brûler, saccager notre pays parce que nous avons un décalage d'une année et demie? Ça, c'est la question que je renvoie à tous. C'est vrai que ceux de la majorité ne sont pas pour le fixisme des dates. C'est vrai que l'intérêt de la nation prime. Il ne faut pas que le pays soit dans le chaos, pardon. Il ne faut pas verser inutilement les sangs. Mais la question que la population se pose, c'est le respect des résolutions. C'est ça aussi un des problèmes en République démocratique du Congo. On a eu les concertations, plus de 600 à 800 recommandations, et je crois qu'on ne les a pas tous appliquées. On dirait que non, c'est un processus. Est-ce que cette fois-ci, Patrick Anga, droit dans les yeux devant ce peuple, est-ce que vous garantissez à ce peuple que avril 2018, il y aura les élections? Est-ce que ces résolutions seront réellement appliquées? Il n'y aura pas d'autres glissements? Madame, il sera un peu dans l'histoire pour parler du présent. Nous avons été en indépendance le 30 juin 1960. C'est la Première République. La Première République dirigée par le président Kasavubu. Déjà là, nous connaissons les premières violations de la Constitution. L'un révoquant l'autre, le Premier ministre révoquant le Premier ministre. Cela emmène notre pays dans une instabilité institutionnelle et même constitutionnelle. Nous connaissons la Deuxième République, qui est notamment caractérisée par un parti-État, parti institutionnel. L'État se confond au parti. Et nous vivons cette situation pendant 32 ans. Il y a une transition, Mobutu, le président Kabila, qui vient aussi pendant la transition. Il n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout de son mandat, il est assassiné. On connaît la guerre d'agression, on connaît tout ce qui s'est passé. L'accord de Sainte-City, on connaît la Troisième République. La Troisième République, on peut tout le dire, on peut dire ce qu'on veut, mais qui est quand même l'œuvre du président Kabila. C'est lui qui est le père de la Troisième République. C'est comme on dirait, le général de Gaulle est le père de la Cinquième République française. La Troisième République, le père, c'est Joseph Kabila. Parce que le patriarche Étienne Tshisekedi n'a joué aucun rôle pour voir la naissance de la Troisième République. Cette constitution n'a pas été votée par l'UDPS, n'a pas été soutenue par l'UDPS. Aujourd'hui, en réfléchissant, donc l'UDPS n'a pas le droit de dire qu'on respecte cette constitution. Je peux finir. Non, laissez-moi finir. Je vous en prie. De vous en faire que je vous en prie. Je comprends un peu votre raison. L'UDPS n'a pas soutenu cette constitution et n'a pas le droit d'en parler. Laissez-moi finir. Voilà. Donc la question est claire. Non, mais le temps. Les téléspectateurs risquent de ne pas me comprendre. Je vous en prie. J'ai parlé de la première. J'ai parlé. Attendez, laissez-moi finir. Ceux qui nous suivent sont très intelligents. Des fois, il faut qu'on parle avec des mots assez profonds pour qu'on comprenne un peu les mots de notre pays. Tout à fait ça. Voilà pourquoi ces résolutions seront vraiment respectées. Voilà pourquoi je suis en train de répondre. Je suis parti de la Première République et là nous sommes à la Troisième République. La Troisième République est fondée sur cette constitution. Et ce depuis 2006. Qui a été violée, c'est et depuis 2006, celui qui est au pouvoir, c'est le président Joseph Kabila. Et depuis que ce pays existe en 1960, dans sa forme républicaine actuelle, jamais elle n'a connu une telle accalmie institutionnelle et même constitutionnelle. Le président de la République n'a pas eu, durant son mandat, à vivre une crise au niveau des institutions. Nous avons connu ce qu'on appelle une accalmie institutionnelle du fait du respect de la Constitution. Donc, croyons à ces acteurs qui sont les géniteurs de la Troisième République, dont le père est Joseph Kabila. Je ne peux que faire confiance à l'exécution de cet accord, parce que depuis qu'il est là, nous vivons dans une accalmie institutionnelle qui est fondée sur le respect de textes, accalmie qui est différente de ce que nous avons connu comme dysfonctionnement
pendant la Deuxième République et pendant la Première République. Deuxième République, où on voyait un Premier ministre biffer les mentions de la Constitution. On a vu beaucoup de choses dans ce pays, on vient de loin. Et là maintenant, je pense qu'il faut féliciter la classe politique qui est en train de faire preuve, en train de grandir en termes de maturité politique. Et si nous devons faire confiance à l'accord qui a été adopté, je pense que ce n'est que par des éléments moraux. Nous devons faire confiance à cette classe politique. Ils doivent bénéficier du doute, parce que je pense que des mesures de confiance ont été prises dès l'instant déjà où le Premier ministre, donc le chef du gouvernement, sera issu de l'opposition. C'est notamment pour question assez claire pour passer à la conclusion de l'accord. En avril 2018, c'est la question que tout Congolais se pose. Y aura-t-il passation entre le président sortant et entrant? Et une question claire, c'est vrai qu'une certaine opinion dit que le président Kabila n'a pas le droit ou ne peut pas se prévaloir de dire que non, je ne me représenterai pas. Mais c'est une question vraiment qui suscite des débats passionnés. Est-ce qu'en avril 2018, y aura-t-il passation du pouvoir entre M. Kabila et le nouveau président entrant? Dès l'instant où il y a élection, ce sera le cas. Notre question claire, est-ce que M. Kabila ne sera-t-il pas tenté de vouloir briguer un troisième mandat? Est-ce que la Constitution le permet? Voilà, c'est clair. Nous poursuivons, mesdames et messieurs. Deuxième condensé, notre rédaction, comme à l'accoutumée, a réfléchi à haute voix par rapport au profil du nouveau Premier ministre. Patrick Angala, si bien dit, le Premier ministre proviendrait de l'opposition. Patrick Angala, c'est l'accord. C'est une façon de dire. Patrick Angala confirmé, et en tout cas réaffirmé, confirmé, le Premier ministre proviendra de l'opposition, donc cela permettra au Premier ministre de bien organiser les élections, parce qu'on a dit que l'ancien Premier ministre, M. Matata Ponyo, a échoué dans ce là. Donc voilà, M. Patrick Angala, s'il vous plaît, c'est moi qui fais l'émission, donc j'annonce. Selon l'opposition, M. Matata Ponyo a échoué à organiser les élections selon les délais constitutionnels. Donc, cette fois-ci, le Premier ministre proviendrait de l'opposition et peut-être cela permettra d'organiser les élections. Et voilà donc la réaction de la majorité de l'opposition et de la société civile par rapport à ce futur Premier ministre. La désignation du successeur de Matata Ponyo à la primature serait-elle le dernier verrou à faire sauter pour voir le dialogue politique accoucher d'un accord consensuel? Manifestement, après la grande concession faite par la majorité présidentielle en faveur de l'opposition politique, les délégués de cette composante ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le choix du futur Premier ministre. Une situation qui est loin de la crédibiliser. Ainsi, comment ce choix doit-il obéir à des critères objectifs lorsque les uns évoquent le respect de l'équilibre géopolitique et d'autres rétorquent en insistant sur le poids politique? Preuve que l'objectivité se noie dans l'océan de la subjectivité pour un poste aussi stratégique et mielleux que celui de chef du gouvernement. Pourtant, dans un contexte politique aussi exceptionnel que celui que la RDC vit en ces temps qui courent, le pays doit avoir un Premier ministre capable de relever autant de défis. Ceci implique que cet oiseau rare doit démontrer ses capacités d'un bon gestionnaire des institutions de la République, d'un fort aura dans l'opinion publique nationale et non seulement quinoise, surtout face au feu du rassemblement. Bien plus qu'il doit disposer des qualités de fin négociateur pour composer et rassembler des tendances politiques de divers ordres. Alors, qui Déné Mwanantsemi, Florentin Mokonda, Steve Mikaï, Léon Kengo Adondo, Sami Badibanga, mieux, Vital Kamere, répondent aux critères de Premier ministre? L'avenir va nous préciser. Vulgarisation du contenu de l'accord politique de la cité de l'OUA, la responsabilité incombe à ses signataires et toutes les trois composantes sont déjà à pied d'œuvre. Je crois qu'il y aura une longue campagne qui va se faire tout à l'heure. Je crois qu'on est en train de finaliser les programmes pour ça et nous voulons vraiment que notre peuple puisse s'en approprier. Au niveau de la composante, on a arrivé demain. Mais d'entrée de jeu déjà, au niveau de notre courant, le courant nationaliste de l'Europe,
la nouvelle classe politique et sociale. Hier, déjà, nous avons commencé à réaliser l'accord auprès de notre base de FUNA et puis de Tchad. Vous savez que nous déployons déjà assez pour que de plus en plus, au départ de Kinshasa déjà, dans les bas-fonds, dans la banlieue de Kinshasa, et petit à petit, le vrai message de ces résolutions soit connu de notre population. S'agissant de l'avènement des nouvelles institutions avec à leur tête des nouveaux animateurs, à la composante société civile, la matière est stratégique, de quoi nécessaire pour Magui Kiala, du maître des réserves. La société civile qui a été représentée au dialogue, nous allons nous rencontrer pour ça et puis voir ce qui peut être fait. Nous n'allons pas vous dire comment nous allons le faire, donc c'est vraiment un travail de fond que nous allons faire. Nous n'allons pas le faire pour exhiber devant les micros, les caméras. À la majorité présidentielle, céder la primature à l'opposition demeure la plus grande concession. Pour Claude Machala, la balle est donc dans le camp de l'opposition. Ça va se passer sans problème parce que le tout était basé sur le consensus. Aujourd'hui, je peux dire que l'opposition est assez bien organisée pour que le moment venu, elle puisse présenter ceux à qui elle trouve que la mission de participer à la gestion de la transition. Multiple et diversifiée qu'elle apparaît, l'opposition congolaise est consciente de ses nouvelles responsabilités, mais jusque-là, en croire Martin Mukendi, rien ne semble encore être fait. En ce qui concerne la primature, je pense qu'au niveau de la composante, il y a des sensibilités différentes. Il y a la sensibilité de Thomas Kengo, il y a le Thomas Sibinka, et nous cherchons cette fois-ci qu'il y ait un débat interne, qu'on puisse parler des critères, qu'on puisse parler des ambitions à chaque sensibilité à l'interne pour qu'on arrive à un consensus avant d'envoyer notre liste, je pense, à la présidente de la République. En croire certaines sources proches de la majorité présidentielle, la présentation de la nouvelle équipe gouvernementale pourra intervenir le 19 novembre prochain. Un premier test de l'étape consacrée à la mise en œuvre du Diacor. Patrick Anga, c'est vrai que nous avons entendu à un moment qu'il n'y aura pas partage du gâteau lors de ce dialogue, mais les réalités congolaises, comme vous l'avez si bien dit, la RDC n'est pas n'importe quel pays. Ben, les réalités congolaises nous ont rattrapés et ben, il y aura la formation de nouveaux gouvernements pour mettre en pratique les résolutions issues de ces dialogues. Mais la toute première question, Patrick Anga, par rapport à ce Premier ministre, est-ce vraiment une si grande concession qu'on donne à l'opposition pour ce poste de Premier ministre? Mais c'est quand même une concession parce que le principe, au sens strict de la Constitution, voudrait que ceux qui ont gagné les élections au niveau des législatives puissent avoir la primature. C'est cela le principe strict. Mais le président de la République peut, au regard des donnes qui lui sont propres, des donnes circonstancielles d'un moment précis de la vie de la nation, nommer un Premier ministre qui est issu d'une formation autre que la majorité parlementaire, mais qui de surcroît peut bénéficier de la confiance parlementaire. Donc ce serait une acceptation. C'est pas une violation de la Constitution? Non, ce n'est pas une violation de la Constitution. Nous avons vu ça même en République française où il y a eu des premiers ministres qui n'étaient pas forcément issus de la majorité parlementaire, qui avaient peut-être des missions plus technocrates. On a déjà eu à voir ça dans le monde. En Italie, pendant la crise, on a vu des premiers ministres technocrates être nommés parce qu'il y avait un problème qui se posait précisément. Il fallait résorber ce problème. Ce n'est pas une violation de la Constitution. La Constitution n'interdit pas la nomination d'une personne qui ne provient pas de la majorité parlementaire telle que établie au début de la législature. Mais le gouvernement établit le principe selon lequel il est plus adéquat que le Premier ministre provienne naturellement de la majorité parlementaire. Mais il n'y a pas une exclusion qui est faite par notre Constitution. Le critérium, c'est vrai qu'en République démocratique du Congo, le critérium, bon, de fois, on les jette un peu dans les oubliettes. Mais pour vous,
en tant qu'élite de mon pays, que doit être les critères pour ce Premier ministre vraiment très très spécial, parce que le pays traverse un moment très très crucial. Alors pour vous, comment doit se présenter ce Premier ministre, Patrick Anga? Je ne sais pas, c'est le président de la République qui en a les compétences, qui en a les pouvoirs de définir... Mais cela ne vous empêche pas de réfléchir, Patrick Anga. Qui définit les critères. Non, la démocratie, c'est ça. Oui, réfléchissez. Il va être comment la démocratie, c'est cela. C'est aussi les principes. Il y a des principes régalés, il y a des principes fixes. La désignation d'un Premier ministre relève des compétences exclusives du président de la République. Donc cela vous empêche de dire que pour moi... Cela ne m'empêche pas. Cela nous évite la spéculation. Mais si vous voulez que je vous donne un critère, par exemple... Donnez-moi un critère pour vous... Il doit être du PPRD. Parce que il est déjà de l'opposition. Je vous ai donné un critère. Voilà. Bon, par rapport à l'équilibre géopolitique, nous y revenons. C'est vrai que le débat bat son plein sur la tutosphère. Toi et moi, nous vivons dedans. Aujourd'hui, on nous dit que non, le président est déjà de l'Est, l'ancien Premier ministre déjà de l'Est. Donc cette fois-ci, le Premier ministre doit provenir de l'Ouest, parce que vous m'avez d'ailleurs soufflé que c'est constitutionnel. On doit jouer sur la représentativité nationale. Pour vous, c'est aussi un point de vue à tenir en compte? Bon, écoutez, la Constitution parle de... parce que je préfère lire la Constitution. Je vous en prie. La composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. On parle de la composition du gouvernement et non du Premier ministre. On parle de la composition. Mais le Premier ministre fait partie du gouvernement. Voilà, donc, la Constitution parle d'une composition générale. Donc, il faudra inscrire la représentativité nationale dans la composition du gouvernement. Mais le numéro 1 dans la désignation du Premier ministre. Le Premier ministre, c'est le numéro 1 de ce gouvernement, donc c'est lui qui chapeaute ce gouvernement. Souvent, quand la Constitution nous donne une réponse, on va aller au-delà de ce que la Constitution dit. La Constitution parle de la représentativité nationale quant à la composition du gouvernement, et non quant à la désignation du Premier ministre. Donc, si nous devons respecter la Constitution, nous allons faire intervenir ces donnes de représentativité nationale qu'en ce qui concerne une période très spéciale, parce que cette Constitution, comme vous l'avez dit, elle est de vigueur. Elle est de vigueur, même s'il y a d'autres qui veulent un régime spécial, mais elle est de vigueur. On en parlera, mais elle est de vigueur quand ça plaît à certains. Pour le moment, on change, mais vous dites que c'est encore la majorité fait et conforme à la Constitution. Mais les élections devaient normalement se tenir. C'est la majorité qui organise les élections. Mais le Premier ministre était de quel parti? Le Premier ministre est membre de la CENI. Mais qui devait donner l'argent à la CENI, Patrick Anga? Est-ce que le problème relatif, parce que là nous allons revenir dans un problème sempiternel. Mais oui, mais c'est ça, parce que vous dites que c'est pas la MP, c'est pas le... C'est pas nous faisons ce débat, on l'a fait au dialogue avant, c'est fini, là on a un accord qui nous fait le schéma des élections. Le problème relatif au processus électoral n'était pas que financier. Et là vous savez mieux que quiconque. Ce problème-là, il y avait beaucoup de problèmes, il y avait des divergences de vues, il y avait des perceptions différentes, il y avait tout un agrégat des problèmes qui ne permettaient pas qu'on aille aux élections. Vous avez suivi, c'est vrai que vous ne voulez pas y aller en profondeur, je ne sais pas pourquoi, et pourtant vous êtes une élite de mon pays. Congo Web a quand même donné quelques mots qui circulent pour ce poste de Premier ministre. Nous avons Néman Danseni, il y a Steve Mbika, il y a Mokonda Bonza, il y a évidemment celui qui est plébiscité, Vital Kamerhe. Pour vous, bon, c'est vrai que vous allez me dire qu'il doit provenir de l'opposition, mais si vous demandez de choisir entre ces personnalités, c'est le président de la République qui doit choisir. Vous n'avez vraiment rien à dire? Je n'ai pas le pouvoir de choisir. Même pas de préférence. Si, je n'ai pas de préférence. Je n'ai aucune préférence. D'autant plus que je ne suis pas de l'opposition. Voilà, mesdames et messieurs, nous poursuivons, nous prenons le prochain sujet, c'est évidemment l'arrêt de la Cour constitutionnelle par rapport à la requête de la CENI. Comme vous le savez, la Cour constitutionnelle s'était réunie pour répondre à la requête de la CENI par rapport à la prolongation des élections et la réaction de la CAGE par rapport à cet arrêt. La CENI, désormais protégée par la Constitution, peut poursuivre avec ses opérations. La Cour constitutionnelle, complétant le constituant originel, a enfin tranché quant à la requête de la centrale électorale sollicitant le report de la convocation et l'organisation des scrutins prévus en 2015 et 2016.
La Cour constitutionnelle constate l'impossibilité pour la CENI d'organiser des scrutins prévus dans son calendrier du 12 février 2015 pour toutes les raisons invoquées par elle. L'autorise par conséquent à élaborer un nouveau calendrier électoral aménagé dans un délai objectif et raisonnable exigé par des opérations techniques de refonte du fichier électoral afin de s'assurer de la régularité des scrutins prévus. À en croire la Haute Cour, les raisons avancées par la centrale électorale sont fondées, notamment les défis d'ordre logistique, financier et sécuritaire. Ajoutez à cela la nécessité de permettre aux nouveaux majeurs de participer au processus électoral conformément à la Constitution. De la polémique suscitée par le manque de quorum des juges de la Haute Cour pour siéger, le président de la Cour constitutionnelle précise. La Cour constate à nouveau l'absence injustifiée de certains de ses membres, pourtant présents à Kinshasa, son siège, alors qu'un autre est en soins médicaux à l'étranger. Tenant compte de l'importance de la cause sous examen pour la vie de la nation et faisant application du principe Salus Populi Suprema Lex, qui traduit la loi de la nécessité, elle siégera à 5 membres afin d'éviter de consacrer de fait un délit de justice par des remises récurrentes et sans issue de ces audiences. Pendant ce temps, à la CENI, l'on ne jure que par la poursuite du travail entamé avec la publication d'un calendrier bientôt. Pour rappel, les arrêts de la Cour sont sans appel. La Cour a, de manière spectaculaire, méconnu totalement la Constitution, a méprisé l'article 90 de la loi portant organisation et fonctionnement de cette Cour, mais aussi l'article 30 de son règlement intérieur, qui lui impose qu'elle ne peut pas siéger et valablement statuer que lorsque tous les membres, c'est-à-dire tous les 9 juges, sont présents, ou à titre exceptionnel lorsqu'ils sont au moins au nombre de 7. Donc la Cour ne peut pas siéger et valablement statuer lorsqu'elle statue sur des questions de constitutionnalité, d'interprétation de la Constitution, s'il n'y a pas 9 juges ou exceptionnellement 7. Quand c'est déjà moins de 7, elle ne peut pas statuer. La gardienne de la Constitution foule au pied cette Constitution, c'est déjà une situation extrêmement grave dans un état de droit. Tout le monde est censé se soumettre à la Constitution, même eux-mêmes les juges. Ils ne peuvent mériter le soutien, l'admiration ou le respect de la population que lorsque ils rendent leurs décisions conformément à la Constitution, à la loi qui les organise. Mais lorsque elle va au-delà, elle statue en violation de la Constitution. Vous pensez que les décisions rendues dans ces circonstances peuvent avoir d'autorité? Patrick Anga, est-ce que la gardienne de la Constitution a-t-elle violé cette Constitution? En quel terme? Le quorum n'était pas atteint, comme l'a si bien dit Élisée Odiam. Écoutez, moi je suis juriste. Dès l'instant où la Haute Cour s'est prononcée, je suis appelé à ne pas commenter les arrêts de la Cour, de la Haute Cour. Ils ont un règlement d'ordre intérieur qui régit leur fonctionnement interne. Mais qui n'ont pas respecté ce règlement d'ordre intérieur. Lorsqu'on s'absente à une plénière, je pense qu'il faut avoir des justificatifs plausibles, acceptables. Quand il n'y a pas des pièces justificatives qui attestent de son absence, à part, je crois... C'était fait à dessein, c'est vous, je ne sais pas, juges qui ne pouvaient pas venir, si l'on s'en remet à ce que dit le juge, il y a le juge Baniakou qui est en soins en Inde, c'est connu, il y a 2 autres qui ont manifestement pas voulu se présenter sans qu'il y ait une justification légale.
Ça, c'est ce que le juge dit. La haute cour s'est prononcée, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Est-ce que la CENI devait normalement aller à la Cour constitutionnelle pour cette requête? Parce qu'on dit qu'elle n'était pas habilitée à y aller, la Cour. La CENI. Vous êtes juriste, expliquez-nous, parce qu'on dit que ce sont les juristes qui se payent. Non, écoutez, c'est pas une subtilité à tout bout de champ. C'est pas une démarche purement juridique, et je suis tenu à une certaine réserve dès l'instant où la CENI, qui est un organe indépendant, a saisi la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle s'est dit être fondée à accepter la requête de la CENI. Alors, je pense qu'elle était... Il faut plus se protéger derrière l'arrêt de la Cour. Mais non, il y a l'article 73 de la Constitution qui demande à la CENI de convoquer le scrutin pour l'élection 90 jours avant. La CENI se voit devant la difficulté de respecter ce délai indicatif qui est prévu dans la Constitution. La Cour constitutionnelle, au-delà de toutes les prérogatives qui lui reviennent, la Cour constitutionnelle a aussi une compétence électorale. Elle est aussi un organe appelé à dire le droit en ce qui concerne le processus électoral. Souvent, l'on oublie cette compétence de la Cour constitutionnelle. Et la CENI ne pouvait s'en remettre qu'à l'organe au-dessus d'elle pour lui soumettre cette question, cette problématique. Cet arrêt est indiscutable. Donc, quand la Cour suprême, la Cour constitutionnelle dit quelque chose, c'est fini, il n'y a plus rien à dire. Parce que la Cour constitutionnelle veille aussi à la régularité du processus électoral. Alors je pense qu'il était de bon droit, de bonne logique, de saisir la Cour pour faire part de cette donne technique, de cette donne de force majeure qui empêchait la CENI à convoquer le scrutin dans les délais. Patrick, on va réfléchir sur ça. C'est un internaute qui m'a dit de vous poser la question. Si par exemple, on projette, la CENI n'arrivait pas à organiser les élections dans les délais prévus par rapport au dialogue, parce que c'est plus c'est la Constitution, mais c'est le dialogue, est-ce que la population peut aller porter plainte à la CENI, à la Cour constitutionnelle pour dire que non, la CENI n'a pas respecté ses propres délais? Je ne sais pas, chacun est libre d'ester en justice dès l'instant où il estime en avoir la prétention et l'intérêt de le faire. Ce sera aux cours et tribunaux de voir si cette prétention serait fondée ou infondée. Mais je ne peux pas restreindre le droit d'un ou plusieurs compatriotes qui estiment qu'ils peuvent poursuivre la CENI. La justice devra à ce moment-là faire son travail. Une question aussi, comme un juriste avec moi, j'en profite, qui peut aller à la Cour constitutionnelle pour une requête? C'est une question que les gens se posent. Mais non, mais la loi définit clairement les personnes qui doivent saisir la Cour constitutionnelle, mais cela dépend aussi de matières pour lesquelles vous saisissez la Cour constitutionnelle. Vous pouvez me donner des exemples pratiques? Mais je pense que je dois vous renvoyer... Vous parlez... Moi je sais, l'émission c'est pas pour moi, c'est pour les téléspectateurs. Si vous avez des... Mais écoutez... Donnez ça aux téléspectateurs et vous suivez. La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur la saisine du président de la République, du gouvernement, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des gouverneurs de province et des présidents des assemblées provinciales. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, vous avez... C'est l'article 161. Parce que si je me mets à parler des choses sans me référer à la loi, souvent les gens accusent nous autres du PPRD de sortir des choses qui viennent de nos têtes. Là, c'est la loi qui est en train... Voilà, chers internautes, si la CENI, selon vous, ne parvenez pas à organiser les élections selon les délais prévus par le dialogue, eh bien, allez voir vos députés nationaux. Je crois qu'eux, peut-être, iront à la Cour constitutionnelle pour cette requête. Alors, nous poursuivons, mesdames et messieurs, nous prenons la ville morte. Comme vous le savez, ben, il y a eu encore journée ville morte cette semaine. Réussite, échec, et ben, Patrick Angalmou nous donnera sa réponse tout à l'heure. Et évidemment, le speaker de la Chambre basse du Parlement a reçu les représentants ou les députés élus de la ville de Kinshasa par rapport en tout cas à la situation qui prévaut dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa s'est réveillée ce mercredi dans une ambiance tout autre. De magasins et bureaux fermés, des écoles aussi. La circulation moins intense, comme c'est le cas sur la route Matadi dans la commune de Ngaliema. Pour ces Kinois, le mot d'ordre du rassemblement a été respecté.
Très souvent, nous les marchands, nous sortons à 6 h du matin, nous sommes déjà à la pointe. Mais aujourd'hui, nous avons vu que la population a, n'est-ce pas, obtempéré la décision prise par le rassemblement, celle d'observer ville morte. C'est pourquoi vous voyez que dans les grandes artères, il y a quasiment absence des gens et la circulation de la population. Le pouvoir en place doit, n'est-ce pas, prendre en compte le désidérata du peuple congolais. Le désidérata du peuple congolais, c'est celui de l'alternance au pouvoir, du respect de la Constitution et d'organiser les élections. En tout cas, journée à l'élo, ils ont un signalement fort. Il dit que le peuple est assez alembi. Donc, mot d'ordre déjà respecté, tout le monde vraiment changement. D'autres estiment que cela ne suffit pas pour résoudre les problèmes des Congolais. La journée ville morte, c'est une réussite. Les gens sont restés terrés à la maison, c'est une réussite. Mais ce n'est pas ce que nous nous souhaitons. Nous nous souhaitons autre chose que ça. Nous nous souhaitons la paix, nous nous souhaitons le développement du pays. Journée on est dérangé parce que biso to débrouillard tout ça va commerce ambulant quoi. Donc ceux qui circulation les alibes sont aux teka. Pour dans la maison à tala. Banda tongo to ye loko ya tête au vandigara donc ils ont handicapé biso pena makambo fort. Bon, journal lelo na moni yango déjà eza journée morte. Ezo sala bien te mingi pona nga souci na nga eza nde souci ya bana. Bana bazotanga te. L'activité scolaire eza fermée, ezo sala bien te tala sikoyo génération montante ezo bénéficier te. Baluka tout ba arranger pour boye bien te. La problématique de la signature de l'accord issu du dialogue politique national divise également ses habitants de Kinshasa. Ce dialogue a été celui de débaucher des partis politiques. Ça a été un dialogue d'une nouvelle configuration de la majorité présidentielle. Et donc, les résolutions de ces dialogues n'ont aucun impact sur la population congolaise. Je souhaite vraiment de tout mes vœux que le rassemblement puisse se rencontrer avec ceux qui sont à la cité de l'OIA pour qu'un accord pesant soit trouvé. Tout compte fait, ces Quinois ne prônent que la paix et la réconciliation des autorités politiques. Sur le point 3. Ils se disent préoccupés par la situation sécuritaire dans la ville capitale. C'est au regard de l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo. Les élus de Kinshasa en veulent pour exemple les événements du 19 et 20 septembre 2016 et pourquoi pas ceux de janvier 2015. Des inquiétudes partagées avec le président de l'Assemblée nationale. Les élus de Kinshasa sont venus pour demander le renforcement des mécanismes de suivi dans les mesures sécuritaires prises ou à prendre et également dans la synergie que nous devons bâtir pour plus d'efficacité, pour que, quelle que soit la situation, que désormais les populations de Kinshasa soient sécurisées et qu'il n'y ait plus de janvier noir, qu'il n'y ait plus de septembre noir. Pour éviter le regain de violence dans la ville de Kinshasa, ces députés nationaux envisagent d'être plus proches de leurs bases respectives. L'objectif étant de prôner la paix. Les populations de Kinshasa nous ont fait confiance, nous ont désignés comme leur porte-parole. Et les choses, nous les élus de Kinshasa, nous connaissons les populations pour avoir évolué avec eux pendant tout ce temps. Nous avons demandé l'implication tout azimut des élus de Kinshasa pour que tout ce qui concerne les questions sécuritaires, les questions de sensibilisation, les questions même de consolation de nos populations, que les élus de Kinshasa soient partie prenante. Ces députés nationaux seront-ils écoutés par leurs fiefs électoraux et qui n'ont plus pour la plupart foulé le sol de leur circonscription électorale dans le cadre des vacances parlementaires? Patrick Anga, mon confrère Bobo Samba l'a si bien soulevé, ces députés élus de la ville de Kinshasa n'ont pas foulé pour une grande partie, ne sont pas revenus vers leur base pour leur expliquer certaines choses. Les vacances parlementaires aujourd'hui, on le voit, les vacances parlementaires c'est Paris, Venise, Ibiza, New York, Taïwan.
mais jamais à la Funa, à la Tchangou et tout ça. Alors aujourd'hui, ils vont pour parler de cette population. Est-ce que ce n'est pas de la surenchère politique, tout simplement? Bon, avant que je réponde à cette question, j'aimerais quand même faire un petit saut en arrière par rapport à l'internaute qui nous a posé la question par rapport à la saisine de la Cour constitutionnelle. Là, nous venions d'évoquer les personnes habilitées à saisir la Cour constitutionnelle en matière d'interprétation des lois. Okay. Mais toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle en matière d'inconstitutionnalité pour un acte législatif ou réglementaire. Et donc cela dépendra en quelle matière l'internaute que vous avez évoqué voudrait saisir la Cour constitutionnelle. Mais revenons à nos élus. Bon, je crois que nous avons plusieurs élus au niveau de Kinshasa. Chacun se comporte d'une certaine manière. Il n'y a pas un comportement homogène des élus, mais quand même, Kinshasa, c'est une grande ville. Et il serait de bonne loi que les élus de Kinshasa prennent le contrôle de cette ville en vulgarisant tout ce qui se passe, en conscientisant les jeunes, en leur expliquant l'actualité telle qu'elle se présente. Ils ont perdu le contrôle de Kinshasa, ne leur appartient plus, hein, ces élus-là. C'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on ressent un peu. Ce n'est peut-être pas le cas pour tous les élus de Kinshasa, mais on sent quand même que les administrés de Kinshasa se plaignent qu'on ne les voit plus, ne se reviennent plus. Je ne sens pas, je ne ressens pas un certain encadrement de la population quinoise de par ses élus. Nous avons des élus provinciaux d'abord, l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je me demande bien où sont partis tous les élus de l'Assemblée provinciale. Ça a vraiment glissé cette assemblée. Ça, vous n'en parlez jamais. Les élus de Kinshasa, c'est vrai qu'on les ressent moins. Là, je parle de manière globale, mais c'est vrai qu'il y a individuellement des députés qui sont en relation permanente avec la base, mais il serait important que les élus de Kinshasa, surtout en cette période, Kinshasa c'est la capitale, surtout en cette période particulière, les élus doivent aller auprès de nos compatriotes, auprès de leurs bases respectives pour expliquer ce qui se passe. Parce que lorsqu'il y a un déficit d'information, c'est la rumeur qui prend le dessus. Et l'instrumentalisation surtout des jeunes. L'instrumentalisation, la désinformation, l'intoxication. S'il y a une approche s'il y a une démarche de proximité où nos élus vont de plus en plus vers les jeunes, leur expliquer ce qui se passe. C'est souvent nos amis jeunes, lorsqu'ils agissent, des fois, ils n'ont pas l'information. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils entendent qu'il y a eu accord politique, d'autres appellent l'accord politique de Kanchach alors que ça s'est fait à la cité de l'Union africaine. D'autres disent que c'est l'accord politique du glissement. Pourtant, il est relatif au processus électoral de manière globale. D'autre part, d'un accord autour du président Kabila qui doit rester jusqu'à X temps. Donc il y a beaucoup de désinformation et beaucoup d'intoxication. Pourtant, cet accord nous trace un cheminement, une schématisation claire de comment devraient se faire les élections. Donc là, c'est un devoir qui nous incombe, pas seulement aux élus, à nous tous, de faire des démarches de proximité, d'aller vers nos amis, vers nos compatriotes, vers les étudiants pour leur expliquer tout ce qui se passe. Par rapport à Journée Villemont, c'est vrai que la question classique, moi je la pose plus, réussite, échec, mais est-ce pour vous une tactique politique aussi pour paralyser ou se faire entendre, pour faire parler Kinshasa à travers le monde? Parce que quand il y a Journée Villemont, Kinshasa est dans toutes les ondes extérieures, on parle de Kinshasa partout. Kinshasa, c'est vrai, mais c'est une vieille tactique, ça n'apporte rien au pays. Le 20 janvier 2015, l'opposition annonce des manifestations, on voit ce qui s'est passé. Les 19-20 septembre, l'opposition annonce des manifestations pacifiques, on voit ce qui s'est passé, stations pillées, écoles, mon vieux Bakonga brûlé, Anjili, une fille calcinée. Cela est normal. Que lorsqu'il y a ville morte, que beaucoup de gens aient un certain traumatisme au regard de tous ces précédents. C'est pas qu'on a des gentils monsieur qui disent ville morte et puis ils font rien, non. Il y a des jeunes dans les coins de rue, lorsqu'ils voient un bus Transco, ils le calcinent. Lorsqu'on voit les voitures, on vous lance des pierres. Et donc, il y a une certaine psychose qui est créée lorsqu'il y a ces journées ville morte. Mais à part ces psychoses qui empêchent toutes les personnes de sortir, parce que ce n'est pas une ville déserte non plus, il y a des gens qui sortent, mais il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, ça c'est déjà un facteur pour pousser les parents à rester à la maison. Il y a des magasins qui ferment. L'économie congolaise
fonctionnent à 90% de manière informelle. Donc ceux qui remplissent le boulevard du 30 juin, ceux qui remplissent tous les artères de la ville de Kinshasa, c'est ce que nous on appelle ici à Kinshasa les débrouillards. Ceux qui font le petit commerce, leurs petites affaires. Et donc il y a ce climat de psychose. Normalement, un pays doit continuer à vivre ainsi. Je peux finir. Donc il y a ce climat de psychose. Beaucoup de gens sont réticents par rapport à sortir. Mais il faut aussi se poser la question économiquement. Qu'est-ce que l'on gagne? Déjà que nous connaissons des difficultés économiques. Déjà que notre pays vit depuis plus de 30 ans dans une économie qui est essentiellement basée par l'exploitation de ressources minières, donc que là, déjà, avec les orientations du président de la République, nous sommes en train de migrer vers une diversification de notre économie, mais jusque-là, nous sommes fort dépendants des minéraux. Donc déjà, nous connaissons des difficultés dans ce domaine-là. Si maintenant il faut chaque fois, comme tactique politique, demander aux gens de rester à la maison, ville morte, mais on va finalement rendre ce pays mort. Et il n'y aura plus d'emploi. Et les victimes, c'est jamais les enfants de Tshisekedi qui vivent à l'opulence. C'est jamais eux. Les victimes, ce sont ces jeunes qui sortent de l'université, qui par après ont des difficultés à rencontrer de l'emploi. Aujourd'hui, plusieurs jeunes dans les réseaux sociaux, lorsque nous parlons avec eux, ils cessent de nous parler du problème de l'emploi, des problèmes qu'ils ont au niveau de leurs entreprises, des rémunérations qui sont fixées par leurs employeurs. Mais il faut aussi reconnaître que toutes ces entreprises, il y a 10 ans, n'existaient plus. Toutes ces entreprises étaient détruites du fait du pillage, du fait des villes mortes que nous avons connues vers les années 90, qui ont détruit notre tissu économique. Et la population, à un moment donné, doit savoir faire la part des choses entre son bien-être personnel et les démarches politiques. Parce que lorsqu'il y a ville morte, les permanences de l'IDPS ne sont pas en ville morte, ils vivent bien. Mais ce sont ceux qui vivent le jour qui connaissent un manque à gagner pour leur famille. Ce combat-là, c'est vrai que ce combat-là, eux le disent, ils le font pour ceux-là qui vivent le jour, parce qu'un pays ne peut pas continuer à vivre ainsi. Ça fait plus de 50 ans que nous sommes indépendants. Nous avons eu le même... Ça fait plus de 50 ans que nous sommes indépendants. Tshisekedi et dans la scène politique, ça fait plus de 50 ans que plusieurs membres du G7 sont aux affaires dans ce pays. Ça fait plus de 50 ans qu'ils gèrent dans ce pays. Et ça va faire plus de 50 ans que nous avons des mêmes textes. Mais qui les a récupérés? Et ça n'est pas normal. Qui les a récupérés dans un pays composé? Quand vous parlez du dans un pays composé 75% de jeunes, c'est anormal que nous ayons pendant 60 ans de mêmes acteurs. Vous avez parlé de... qui nous emmènent les mêmes méthodes. Laissez-moi poser la question. Vous avez parlé... Qui ne permettent pas notre économie d'évoluer. De Tshisekedi, vous avez parlé du G7. Qui les a repris au gouvernement? Qui choisit les membres du gouvernement? Est-ce que M. Kabila, les Mobutistes là que vous avez cités, qui ont géré depuis 1960, qui les a récupérés? Écoutez, s'il vous plaît. Qui les a récupérés? Non, je ne parle pas, il ne faut pas stigmatiser les gens. Non, mais puisque c'est eux qui ont géré, puisque toute la responsabilité aujourd'hui incombe à ceux qui ont géré. Puisqu'on vous dit que Tshisekedi a fait 50 ans dans la politique, les membres du G7, quand je vois un membre du G7, prenons le plus âgé, c'est Charlemagne de Simba. S'il vous plaît. Je suis pas dans les noms, moi j'assume, c'est mon émission. Non, mais Charlemagne de Simba. Bon, moi je me pose la question. Non, c'est moi qui pose la question, je vous en prie. Là, c'est pas une question, c'est une réflexion que vous faites. Alors, si vous dites que c'est eux qui sont responsables dans la majeure partie de l'échec de ce pays, qui les a repris dans le Je peux finir mon propos? Qui les a repris? Alors, lorsque vous m'autoriserez à finir, je finirai. Qui les a repris? Alors, là, je me pose la question. Le rassemblement disent utiliser des moyens pacifiques. Vous m'avez posé une question, je n'y ai pas répondu. Vous avez la deuxième question. Répondez alors. Je n'ai pas dit qu'ils étaient responsables de tout le chaos. Je n'ai pas dit ça. Je stigmatise personne. Mais je dis que c'est pas normal que ça continue. Dans un pays à 80% composé des jeunes, que nous ayons des gens qui sont là depuis l'indépendance du pays. C'est comme si Général de Gaulle, en France aujourd'hui, venait compétir avec les Sarkozy, les Hollande. Ce n'est pas normal que nous ayons des acteurs. Puisque Mugabe, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous ayons des acteurs politiques des années 60 qui viennent compétir avec une nouvelle génération conduite par le président Kabila. Qui est jeune. Ce n'est pas normal, qui est le père de la Troisième République. Cela n'est pas normal. Voilà pourquoi on nous emmène des vieilles méthodes, villes mortes. On nous emmène des méthodes qui ne sont pas en phase avec le contexte d'aujourd'hui. Le contexte d'aujourd'hui, c'est lequel? Nous ne sommes pas en Deuxième République. Nous ne sommes pas pendant la dictature. Quelle méthode Le contexte politique aujourd'hui, c'est lequel? La rébellion? Je peux finir?
Le contexte politique aujourd'hui, c'est lequel? Lorsqu'on prétend au pouvoir, lorsqu'on va avoir la confiance de la population, on vient lui proposer un programme. Ok, moi je et si la population adhère à votre programme, il vous élit pour un mandat. On ne demande pas aux gens d'aller casser et de rester à la maison indéfiniment. Ça, ce sont des méthodes. Le rassemblement dit utiliser des moyens pacifiques pour faire passer son message. Vous dites que ce sont des méthodes désuètes. Ok. Doit-on aujourd'hui, pour se faire écouter dans ce pays, faire la rébellion, pour être accueilli comme un roi, comme Gédéon Kingou? Doit-on aujourd'hui, dans ce pays, tuer pour être écouté? Est-ce que la ville n'était pas un moyen moins coûteux en vie humaine pour se faire entendre? Madame, je veux me rassurer d'une chose. Je veux me rassurer que vous faites l'apologie de la ville morte. Moi, je vous pose la question, c'est moi qui vous pose la question. Si c'est ça... Pour un pays en reconstruction, pour un pays qui doit créer des emplois, pour un pays qui doit attirer des investisseurs, pour un pays où nous avons des millions de jeunes qui doivent travailler, contribuer à la prospérité nationale, pour un pays qui est en plein rebâtissement, si on peut le dire, ou parce qu'il n'avait plus rien, pour un pays comme ça, si vous faites l'apologie de la ville morte, l'apologie de ne pas travailler, l'apologie de rester à la maison, on est parti pour la guerre. Je vous pose la question. Le rassemblement dit que les journées ville morte, c'est un moyen pacifique pour se faire entendre. Doit-on, pour se faire entendre dans ce pays, utiliser la violence? Doit-on être rebelle pour se faire entendre dans ce pays? Que doit-on faire pour se faire entendre? Tous ceux qui se sont fait entendre dans ce pays, ont-ils fait la rébellion? Est-ce que vous voulez dire que le seul moyen pour se faire entendre dans ce pays, ce n'est que la rébellion, les armes? Lorsque le patriarche Etienne Tshisekedi dit on a appelé au dialogue, est-ce qu'il avait pris les armes? Lorsque là il y a eu dialogue à la cité de l'UIA, tous ces opposants qui sont là, ont-ils pris les armes? Je dis simplement qu'ils en appellent à la ville morte. Encore que, je pense que ça viole même la Constitution. Dans quel article? Je crois que ça viole la Constitution, à l'article, je crois, 32. Pouvez nous le lire, s'il vous plaît, l'article 32, qu'est-ce qu'il dit? Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité nationale. C'est l'article 36, alinéa 5. Crée-t-on les conditions pour que ce Congolais applique cet article? Mais non, vous m'avez demandé, je ne raconte pas des âneries. Je dis que déjà que la Constitution nous demande, c'est un devoir, que nous puissions contribuer par nos efforts. La maman qui vend le bit écoutez, elle participe. Ce menuisier qui fait ses meubles à Delvaux participe. Ces jeunes qui pointent en train d'arranger nos voitures participent. La Constitution nous demande de participer à la prospérité nationale en construisant et non en détruisant. En détruisant. Nous allons chuter, mesdames et messieurs, nous sommes vers le deux derniers points. Nous allons prendre la direction de la Haye. Comme vous savez, le verdict de la CPI est tombé par rapport à l'affaire subornation des témoins pour Jean-Pierre Bemba. Il a été condamné par rapport à cela. Et à Kinshasa, comme vous savez, il y a une délégation de la CPI qui est venue ici à Kinshasa s'enquérir de la situation parce que Fatou Bensouda a un œil braqué sur la RDC par rapport aux événements du mois de septembre. Plus de détails dans ce condensé. Jean-Pierre Bemba, à nouveau reconnu coupable par la Cour pénale internationale. Cette fois, l'homme n'est pas seul. Avec lui, ses 4 co-accusés, dont un ancien membre de son conseil, lors de son procès dans son affaire contre le procureur sur les crimes commis en Centrafrique entre 2002 et 2003. Mais également les députés MLC Fidel Babala. Dans cette affaire relative à la subornation des témoins, la culpabilité de tous n'est pas au même degré. Concernant Jean-Pierre Bemba, Aimé Kilolo et Jean-Jacques Magenda, ces 3 personnes ont été reconnues coupables d'avoir conjointement commis les infractions de subordination intentionnelle de 14 témoins de la défense et de production intentionnelle de faux éléments de preuve devant la Cour en tant que co-auteur de ces infractions. Concernant Fidel Babala, la Chambre
a déclaré Fidel Babala coupable d'avoir apporté son aide en vue de la subornation de 2 témoins de la défense. En revanche, il a été déclaré non coupable d'avoir apporté son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance aux faux témoignages faits par les 12 autres témoins et d'avoir produit de faux éléments de preuve devant la Cour. Il a été quitté de ses charges. Narcisse Arrido a été déclaré coupable d'avoir suborné 4 témoins de la défense. Il a été déclaré non coupable d'avoir apporté son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la production de faux éléments de preuve par 4 témoins devant la Cour et à ces faux témoignages. Il a été acquitté de ses charges. Un délai de 30 jours est accordé aux parties pour faire appel. À noter que pour les infractions du genre, le prononcé d'une peine d'emprisonnement ne peut excéder 5 ans ou une amende. Des pénalités qui seront prononcées ultérieurement par la Chambre première instance 7 de la CPI. La RDC à nouveau dans le collimateur de la Cour pénale internationale. En témoigne cette mission du bureau du procureur. Dépêchés au lendemain des événements survenus à Kinshasa le 19 et 20 septembre dernier, ces envoyés spéciaux de Fatou Bensouda viennent de clôturer leur séjour dans la capitale congolaise en rappelant les inquiétudes du procureur exprimées le 23 septembre dernier, mais également sa détermination. Je suis déterminé à poursuivre résolument nos efforts en République démocratique du Congo, conformément au mandat de mon bureau. Je veux rappeler que rien ne peut justifier la commission d'actes prohibés par le statut de Rome, quel que soit le temps ou les lieux. La violence criminelle n'est pas une option. Elle ne peut être tolérée. D'où qu'elle vienne, et quelle que soit la qualité de son auteur. La CPI vient de décider d'accroître sa surveillance de la situation en RDC tout en appelant à la retenue des uns et des autres sur fond d'une mise en garde. Je veux encore rappeler que toute personne qui commet, ordonne, incite, encourage ou contribue de toute autre manière à la commission des crimes relevant de la compétence de la CPI est passible de poursuites pénales. Le bureau n'hésiterait pas à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour traduire en justice les personnes responsables en conformité avec le principe de complémentarité. Tous sont dorénavant prévenus. Vous êtes juriste, Patrick Kanga. Le rôle de la CPI, comme vous le savez, il y a des pays africains qui quittent en cascade la CPI. Et on pose d'ailleurs la question, est-ce que la RDC sera le prochain pays à quitter la CPI? Bon, ça je ne sais pas, ce n'est pas une question à l'ordre du jour. Mais la CPI, c'est vrai qu'il y a un vrai malaise qui se pose au niveau des pays africains quant à l'indépendance même de cette cour, qui aujourd'hui paraît comme une cour d'exception pour l'Afrique, alors que nous connaissons plusieurs crimes qui ont été commis en Afrique par des chefs d'État occidentaux, américains. Et on n'a pas ratifié. Oui, les États-Unis n'ont pas ratifié, mais plusieurs pays européens ont ratifié et ils ont commis des méfaits en Afrique. Aujourd'hui, la mort du président Kadhafi est de plus en plus dit dans les milieux africains et occidentaux comme ayant été une des plus grandes erreurs pour la stabilité même de l'Afrique et même de la Méditerranée, parce qu'aujourd'hui nous voyons les flux, nous voyons l'État islamique qui est notamment en juxtaposition, le flux des immigrés, nous voyons la naissance de l'État islamique, nous voyons la juxtaposition de l'instabilité en Libye et celle de l'Irak, ce que ça donne aujourd'hui. Ce qui promeut même, je sais pas, une floraison des terroristes. Donc, aujourd'hui, la CPI, les gens se posent des questions. Ce n'est que pour les chefs d'État africains, que pour les personnalités africaines, que pour les pays africains, ou c'est pour tous ceux qui commettent des faits ou des infractions qui entrent dans la compétence de la CPI. C'est cela la question. Et personnellement, en tant que juriste, moi,
Dès l'instant où j'estime que cette cour devient plus une cour politique contre les États africains pour faire exécuter une certaine vision du monde, je ne vois plus l'utilité des pays africains. Les Africains même ne peuvent pas créer dans cette cour leur propre CPI, genre pour. Je pense qu'il faut conforter nos propres nos instances nationales. Il faut les conforter. Il faut qu'elles soient plus à même, de plus en plus à même de sanctionner au niveau interne. Je pense que dès l'instant où nous allons conforter la sanction au niveau interne, nous n'aurons pas forcément tendance à aller vers des instances internationales. Bon, ça ce sont des démarches de réflexion qui doivent se faire, mais que l'Afrique puisse créer une CPI, pourquoi pas? Je pense que c'est une belle idée que vous venez de lancer. Mais je ne suis pas très amoureux de la CPI. Des cours internationaux. Surtout de la CPI. Surtout de la CPI. Nous allons terminer, si le temps le permet. Nous allons prendre le tout dernier dossier. C'est l'association des consommateurs sur le retrait de Samsung. Comme vous le savez, Samsung a retiré du marché le Samsung Note 7, si je ne me trompe pas, et la hausse du prix des cartes prépayées. 2200 francs congolais à 1400 francs congolais, voilà comment varie le prix d'une carte prépayée à Kinshasa du jour au lendemain. Une réalité que les acheteurs acceptent avec beaucoup de difficultés. Mais à quoi est due cette majoration? Ces détaillants expliquent. Quand les taux étaient en baisse, on vendait 100 unités à 1000 francs. Mais depuis qu'il y a eu cette majoration, on vend maintenant à 1400 francs congolais pour éviter la perte. Par contre, celui-ci dit ne pas être concerné par cette hausse du prix dans des shops. Il continue à vendre une carte de 100 unités à 1200 francs congolais en lieu et place de 1400 francs congolais comme les autres. Une technique de vente qui n'a aucun impact négatif dans ses affaires, a-t-il souligné. Dans des shops, on achète 1000 unités à 11 500 francs congolais. Qu'il s'assoit en dollars, le taux restait le même. Mais moi, je vends toujours à 1200 francs congolais pour gagner des clients, bien qu'il y a moins de bénéfices. Après les détaillants, nous avons en vain tenté d'approcher les grossistes dans des shops. Toutefois, ces derniers comme les détaillants clament leur innocence dans cette situation qui n'est qu'une conséquence de l'instabilité du taux de dollar. Le consommateur congolais doit être sécurisé et protégé par rapport à ces communiqués que nous avons suivis de la maison Samsung, de leur téléphone marque Note 7, parce que la pile représente un danger sérieux au mieux de la santé du consommateur. Et nous interpellons les autorités locales ainsi que les représentations de la maison Samsung ici sur place par rapport aux consommateurs. D'une part sur le plan sécuritaire, de deux c'est que comment ils vont se faire rétablir dans leurs droits. Quelles sont les dispositions pratiques qu'ils ont prises, parce que autant qu'il a été communiqué Corée et puis en Europe, et sur le plan local, l'autorité de régulation de postes et télécommunications doit prendre des mesures idoines, sinon appropriées, quant à la sécurisation des consommateurs. De veiller d'abord à ce que le communiqué de la maison Samsung soit d'application ici sur le plan local, ça c'est de 1. Et de 2, il doit veiller à ce que le consommateur qui avait cédé à cette offre-là, et que lui-même, le fabricant, dit qu'il n'a pas prévu autant de sécurité au milieu de l'utilisation de ces téléphones, il demande de le retirer, mais on doit le rétablir dans ce droit. Patrick Anga, j'espère que vous n'utilisez pas le Note 7. Non, pas du tout. Mais c'est quand même grave parce que l'association de consommateurs de Kinshasa parle de ce retrait de Samsung, parce que chez nous, est-ce que les gens connaissent, se demandent où aller déposer ces Samsung Note 7, que faire avec ça,
puisque chez nous, c'est la RDC, est-ce que vous avez une idée de la procédure? Il y a déjà des gens qui avaient acheté le Note 7. Je crois, avec le Kinoa, je crois qu'on en a déjà acheté. C'est contradictoire lorsque vous dites qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais tout le monde en achète. Ça coûte $1000 le téléphone. Donc ça montre que les Kinois ne sont pas aussi pauvres qu'on le dit souvent. Bon, je pense que Samsung doit avoir ses représentations au niveau de l'Afrique, même au niveau de Kinshasa. Je pense qu'il serait mieux pour la santé. La santé n'a pas de prix, la vie n'a pas de prix. Comme c'est un téléphone dangereux qui explose, qui a beaucoup de déficits par rapport à comment il a été conçu. Je pense qu'il faut le restituer, mais malheureusement, je n'ai pas entendu parler d'un procédé de remboursement. Ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. Nous allons vraiment terminer un peu cette seconde par rapport au prix, la hausse des prix des cartes prépayées. Ça s'est passé à 1400 francs, Patrick Kanga. Comment expliquez-vous ça? C'est toujours la hausse du pétrole qui explique ça? Non, il y a peut-être, je crois qu'il y a une petite spéculation. Je crois que le ministre de l'économie, à travers ses services, doit un peu veiller à l'équilibre des prix en ce moment. Parce que la Banque centrale, c'est vrai qu'il y a une certaine dépréciation du franc congolais, mais qui n'est pas celle qui est reflétée dans les prix que l'on a dans le marché. Les gens profitent de cette petite dépréciation pour faire beaucoup de spéculation sur les prix. Et là, c'est au ministère de l'économie nationale de jouer pleinement son rôle pour veiller à ce qu'il y ait des prix conformément à ceux prévus par la loi. Et ceux qui sont en train de le faire en fraudant doivent être sanctionnés. Exactement. Voilà, merci donc à Patrick Kanga d'être passé à la barre. Il est cadre du PPRD. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Et les followers aussi. Pas seulement au tien. Voilà même le followers de Patrick Kanga sur les réseaux sociaux. Je crois que nous allons débattre de cette émission ensemble sur Twitter et sur Facebook. Et donc, bon début de semaine à tous les journalistes en action. RDV Prix, dimanche prochain. Inch'Allah.